Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième numéro de Drôle de Collect. Alors après avoir défriché lors du premier numéro le sujet des trading cards, je vous propose que l'on s'attaque à un autre objet tout aussi culte des années 90, le pins. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Bon alors tout d'abord, précisons que le mot pins vient du mot anglais to pin, ce qui veut dire épingler, accrocher. Si on s'attache, c'est le cas de le dire, plus à la forme, c'est-à-dire une petite épingle en métal qu'à la fonctionnalité publicitaire de l'objet, on peut carrément remonter à l'origine militaire du pins, qui date de l'après-Première Guerre mondiale. En fait, cette petite épinglette que l'on accrochait alors à la boutonnière venait compléter les médailles et récompenser les actions de bravoure dans des missions spécifiques. Finalement, les premiers pins modernes en tant qu'objet publicitaire apparaissent au milieu des années 50, avec une première tentative de la part d'Europe 1 en 1956, puis avec un essai de l'ORTF en 1968, mais techniquement on est plus proche du badge que du pins moderne. Pareil pour le pins Antenne 2, édité en 1975. Quoi qu'il en soit, ces trois tentatives font un vrai flop, probablement parce que leur diffusion est beaucoup trop confidentielle. Celui d'Antenne 2, par exemple, en 1975, est destiné au comité d'entreprise de la chaîne. En définitive, les premiers pins tels qu'on les connaît et qui rencontrent vraiment le succès naissent, aux surprises, aux États-Unis, lors des Jeux Olympiques de 1984 à Los Angeles. En fait, c'est le fabricant de bière Budweiser qui avait installé une tente dans le village olympique afin de permettre aux premiers collectionneurs de pins de se rencontrer et de faire des échanges. Et à cette époque, de l'autre côté de l'Atlantique, les grandes marques américaines comme Coca-Cola par exemple avaient déjà commencé à distribuer ces objets publicitaires, et sur le coup ça prend une ampleur vraiment importante lors de l'événement. Retour en France 3 ans plus tard, en 1987 donc, lorsque Gilles Bertoni, responsable marketing de la plus célèbre compétition de tennis en France, Roland Garros, décide d'éditer un pins pour l'occasion et qu'il distribue à chacun des partenaires et du public qui prend part à l'événement. À l'époque, c'est le patron d'une grande maison de fabrication de médailles, ancien célèbre publicitaire et ami de Gilles Bertoni, qui s'occupe de la production, un certain Nicolas Artus Bertrand. Et oui, c'est le cousin du non moins célèbre photographe Yann Arthus Bertrand. A partir de là, le succès a été fulgurant, d'une production mensuelle à plus d'1 million de pièces en 1988 par les fabrications Arthus Bertrand. Le marché français a ensuite produit 3 millions d'épinglettes par mois en 1990, alors que les importations s'élevaient quant à elles à 240 millions de pins. Combien ? Le début des années 90 a donc marqué un tournant important pour cet objet publicitaire et, porté par le succès de Roland Garros, c'est un deuxième événement sportif, cette fois-ci mondial, qui va définitivement enfoncer le clou. Les Jeux Olympiques d'Albertville de 1992. Lors de cet événement, il y a environ 5000 exemplaires qui sont produits juste pour l'occasion. À cette époque, tout le monde en porte sur ses vêtements, sur sa veste en jean, sur son sac à dos de collégien ou de lycéen. La facilité de fabrication en fait l'objet publicitaire par essence, de la multinationale qui vend des sodas à l'amicale de la boule de la Mouisse-sur-Saône. C'est l'époque des séries limitées, l'époque où les célébrités elles-mêmes alimentent le phénomène, où certaines ont même leurs pins à leur effigie, et même l'époque des pins parlants. Tu le sens venir, le coup de trop là ? Eh bah oui, comme tous les phénomènes de cette ampleur et la surenchère que cela suppose, eh bien, le pins tombe peu à peu en désuétude auprès du grand public à la fin des années 90. Même si, évidemment, une poignée d'irréductibles continue de chercher, d'échanger et de conserver leur trésor. Finalement, c'est plutôt Disney et ses aficionados qui conservent vraiment de l'intérêt pour l'objet, et la firme de la célèbre souris organise même des Trading Days avec des éditions limitées de pins au sein de leur parc partout à travers le monde. Un peu plus récemment, depuis le milieu des années 2010, on sent un regain d'intérêt pour la chose. Si évidemment ça n'a plus rien à voir avec le phénomène des années 90, la mode étant un éternel recommencement, on voit apparaître à nouveau les pins comme objet publicitaire et même surtout comme objet de mode chez les stars comme chez Madame et Monsieur Tout le Monde. Et donc maintenant vous connaissez le concept de Drôle de Collect, après avoir parlé histoire, je vais vous montrer quelques pièces de ma collection perso. Regarde mes mains, saloperie. Regarde, je me suis niqué les mains, moi, avec cette saloperie de collecte de pins à la con. Bon, moi j'y vais, merci pour les pins. Alors comme vous le voyez,
Moi, j'ai fait le choix du classeur. Pendant très longtemps, j'ai eu un tableau en liège, mais en vérité, je trouvais ça trop fragile et puis surtout ça prend de la place à exposer. Du coup, j'ai fini par acheter un classeur vraiment fait pour ça et je m'en plains pas, même si effectivement je l'expose pas, c'est pas grave. Je trouve qu'ils sont mieux conservés et puis ça prend moins de place sur les murs hein, et mes murs, moi, soit j'y mets des étagères, soit j'épingle mes jouets. Alors ma collection, elle tourne autour de 5 grands thèmes. Les pins Disney, donc là on va avoir à la fois du pins type journal de Mickey, du type Walt Disney Home Video, des pins Kodak alliés avec Disney, des pins de personnages, des pins de publicité même pour des yaourts, des pins du parc Euro Disney, Disneyland Paris, des pins Disney Club, etc. etc. Deuxième type de collection, on va être sur des icônes pop culture du type dessin animé, bande dessinée, musique, film. Donc là, on a beaucoup de Tortues Ninja, du Tintin, du Batman. Et vous voyez, il y a quand même des pins assez récents. Et puis des pins très anciens, bien entendu. Troisième thème, on va être sur du jeu vidéo et du jouet. Et malheureusement, c'est le thème dans lequel je possède le moins de pins. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai encore de la place pour la faire grandir. Donc évidemment, on a du pins Mario à gogo, on a un peu de pins Sega, Sonic, on a du pins Infogrames, Amstrad, Jouet Club, Barbie, du pins MB. Quatrième thème, on est sur les sports américains avec la part belle au foot américain. J'adore cette collection de casques. Alors il y en a plusieurs éditions, et puis j'ai pas mon équipe préférée. On a les casques, on a les logos des équipes, on a aussi quelques vieux pins de la NBA qui avait fait une alliance avec une marque de chocolat en poudre, et puis un peu de baseball et de hockey sur glace. Et enfin, cinquième thème, les marques cultes, alors beaucoup de Coca-Cola, mais aussi quelques marques cultes de mon enfance. Le fameux pins Raider, puis suivi du Raider Twix, des pins Kellogg's, des pins McDonald's et Coca-Cola bien entendu, des pins Waikiki, des pins Mammouth, des pins Captain Iglo, Géant Vert, Fun Radio, Nesquik, etc., etc. Alors ce qui est sympa avec cet objet à collectionner, c'est que ça reste quand même relativement abordable, facile à attraper, à des prix très très modiques, sauf peut-être quelques pièces dont j'ai pas la connaissance et qui valent peut-être un peu plus cher que les autres, mais si vous êtes vous-même collectionneur, vous vous en êtes déjà aperçu, ça reste quand même assez accessible. Et si vous n'avez pas commencé, je ne saurais que trop vous y encourager. Une collecte de pins, c'est facile, ça fait plaisir, ça parle à chacun parce qu'en fait, tous les thèmes sont représentés comme j'ai essayé de vous le montrer dans ma modeste collection. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce bleu. N'oubliez pas non plus que vous pouvez vous abonner et cocher la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous-même vous collectionnez les pins et quelle collection vous intéresse ou vous intéresserait. Avant de vous quitter, je tenais à citer 2 sources qui m'ont grandement aidé à réaliser cette vidéo. Il s'agit des petits dossiers des copains d'abord et de Retro Vintage World qui ont consacré chacun un article sur l'histoire de pins qui sont super bien fichus. Vous retrouverez le lien dans la description. Comme toujours, on se retrouve sur les réseaux sociaux pour discuter de tout ça. Facebook, Twitter, Instagram, Nostalge2000, c'est mon nom. En attendant la prochaine revoyure, je vous souhaite une bonne collectionnite.